Ok, dans cette vidéo en 3 points, je vais vous résumer les principales problématiques concernant notre système de retraite français, que vous puissiez avoir tous les éléments et comprendre la nécessité pour nous autres jeunes dans la vingtaine, mais c'est pareil pour les 30-40 ans, de s'éduquer financièrement. On va d'abord voir le système par répartition qu'est le nôtre, afin de mieux comprendre pourquoi ce dernier n'est plus adapté aux jeunes générations. Ensuite, nous aborderons la retraite par capitalisation, ses points forts, ses limites, pourquoi des pays la privilégient, et enfin je vais vous expliquer de la manière la plus exhaustive possible, comment préparer sa propre retraite par capitalisation sans être dépendant de l'État. À la fin de la vidéo, vous connaîtrez les mécanismes permettant d'atteindre la liberté financière, mais surtout comment les mettre en place. Je tiens à ajouter que ces setups, outre le fait d'assurer un beau patrimoine long terme pour soi et sa famille, peuvent également être appliqués pour une personne souhaitant véritablement s'enrichir. Cela dépendra surtout de sa capacité d'épargne, sa propension à supporter le risque et bien sûr l'âge auquel il commencera. Dernière chose, pour justifier de ma bonne foi, tous les arguments que j'avancerai dans cette vidéo seront accompagnés de documents provenant de sources officielles, que ce soit l'INSEE ou le site du gouvernement. Je pense avoir tout dit, je vous laisse avec la vidéo et vous souhaite un bon visionnage. Alors il existe 2 systèmes de retraite, le système par répartition et le système dit par capitalisation. En France, on a choisi d'adopter celui par répartition. Pour mieux comprendre ce choix, il faut remonter à l'après-guerre. Suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a une nécessité de reconstruire le pays. C'est pourquoi la natalité a été fortement encouragée. On a appelé ça le baby-boom. Vers les années 60, on avait près de 4 actifs qui cotisaient pour un retraité. Je précise que dans un système par répartition, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent les retraités actuels. Vous comprenez donc pourquoi la retraite par répartition était très arrangeante à ce moment-là. Seulement voilà, catalysé par la forte croissance économique des 30 glorieuses, le baby-boom n'aura duré qu'une courte période. Et aujourd'hui, on commence à avoir une inversion de la pyramide des âges. En 2022, selon l'INSEE, le rapport démographique serait passé à 1,7. avec 30,1 millions de cotisants pour 17 millions de retraités. Nous sommes donc confrontés à un problème d'ordre démographique rendant le système par répartition beaucoup moins intéressant pour notre génération. Mais bon, une fois les boomers disparus, tout devrait rentrer dans l'ordre finalement. Eh bien pas vraiment parce que la plupart des projections nous mènent à une diminution de ce rapport démographique aux alentours de 1,3 pour environ 2070. Alors qu'est-ce qui explique la baisse de ce ratio ? Plusieurs choses. Premièrement, on a l'augmentation de l'espérance de vie. Les gens vivent de plus en plus longtemps, ce qui signifie donc des pensions plus longues à payer et par conséquent plus de dépenses. Il y a également la chute du taux de natalité. En 1994, on était à peu près à 12,5 naissances pour 1000 habitants. On est descendu à 9,7 en 2024. Enfin, dernière raison selon moi, le taux de chômage. Le taux de chômage était en France de 7,3% en 2024 contre 5,9% dans la moyenne de la zone euro. Plus on a de sans-emploi et moins on a de cotisants. Le truc avec les chiffres concernant le taux de chômage, c'est qu'ils sont très facilement manipulables. Vous allez comprendre pourquoi. Les 2 organismes chargés de mesurer l'inactivité en France sont l'INSEE et France Travail. Lorsqu'ils donnent leurs chiffres, ils se basent sur ce qu'on appelle la catégorie A, car il y a 5 catégories de chômage. La catégorie A comprend les personnes en recherche d'emploi mais n'ayant exercé aucune activité salariée durant le mois. Bouba aussi, j'ai le seum contre lui parce que, soi-disant, tu touches le ciel, nous on touche le RMI. Petit con. Les catégories B et C vont regrouper l'emploi partiel, la catégorie D, les personnes en arrêt maladie, en formation ou en stage, et la catégorie E, ce sont les activités non salariées ou les contrats aidés. Et en fait, c'est là qu'est toute la douille parce qu'une personne qui travaille que 2 fois dans le mois ou une personne en formation Pôle emploi va être considérée comme une personne active. Et donc si le gouvernement souhaite diminuer artificiellement les chiffres du chômage, c'est très simple, il lui reste juste à basculer les gens de la catégorie A vers la catégorie D en augmentant le nombre de formations. Sur le plan démographique, on a vu que la situation était compliquée. Malheureusement, ce n'est pas du tout le seul défi auquel nous serons confrontés. Il y a aussi toutes les questions autour de la croissance économique, dans le sens où une croissance faible signifie peu d'argent dans les caisses de l'État et donc moins d'argent injecté dans les retraites. Alors moi, j'ai voulu voir comment allait être abordée la question de la croissance sur YouTube. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos, dont une qui m'a particulièrement interpellé. Je vais vous en mettre un extrait. Courbe vous montre l'excédent ou le déficit de notre système de retraite pour les 50 prochaines années et selon différentes hypothèses de croissance du PIB. Les déficits ou excédents sont pas donnés en valeur absolue, 10 milliards, 15 milliards, mais en pourcentage de PIB. On voit que si on est sur du 1,8 en bleu ou du 1,5 en jaune en moyenne de croissance par an entre 2020 et 2070, eh bien les déficits sont relativement passagers. On aura même des excédents à partir de 2040 ou de 2055. Mais si on est sur du 1,3 en vert ou du 1% en violet de croissance par an en moyenne, là c'est beaucoup plus compliqué.
La vidéo comptabilise 125 000 vues avec 97% de likes. C'est un problème car tout le propos de la vidéo est de nous rassurer sur le futur de nos retraites, mais quand on regarde en détail leurs chiffres, on voit bien qu'il y a un souci. Pourtant, en lisant les commentaires, tout le public semble convaincu. Dans le graphique du corps qui nous est présenté, le pire scénario de croissance est de 1%, sachant qu'avec 1,3% de croissance annuelle sur les 50 prochaines années, on est déjà déficitaire. Sans être pessimiste, on est loin du pire à envisager. Pour que vous compreniez, rien qu'en 2024, on a à peine fait 1,1% de croissance, même avec le boost des JO. L'OCDE, dans ses prévisions, nous anticipe même une croissance à 0,9% en 2025. Pire, pour faire 1% de croissance, on a dû s'endetter de 3% de notre PIB. Bref, on se retrouve avec un système qui est en déclin, et plutôt que de trouver des solutions de fond, on préfère faire des pseudo-réformes. Elles ont toutes le même objectif, décaler l'âge de départ légal à la retraite, ou diminuer les pensions. Alors pourquoi, si ce système est profondément injuste, on va travailler plus pour toucher moins, on n'essaie pas de le modifier en profondeur? C'est très simple, la position démographique des boomers va leur permettre de représenter un poids électoral très important que les politiques vont tenter de séduire, en tout cas ne surtout pas brusquer. Plage, climat et douceur de vivre. Pour les retraités français, la Thaïlande est aujourd'hui un pays de cocagne. Je suis très heureux. Je dis souvent que c'est la meilleure partie de ma vie. Ils sont aujourd'hui des milliers à vivre à 9000 km de la France et à profiter de leur pension au soleil. On mange matin et soir au restaurant, ce qu'on pourrait pas, même si on n'est pas malheureux en France, on pourrait pas se permettre la même vie. 6,6 milliards d'euros, c'est le chiffre dévoilé par la Cour des comptes concernant le déficit du budget des retraites sur l'année 2025. En réaction, l'éventualité d'une part de capitalisation dans nos retraites revient de plus en plus dans le débat public. Mais du coup, la retraite par capitalisation, comment ça marche ? Contrairement au système par répartition, qui est un modèle collectif, où les cotisations des actifs financent les pensions des retraités actuels, la capitalisation repose quant à elle sur l'accumulation d'un capital personnel. L'épargnant verse donc régulièrement une somme sur des fonds investis en bourse, et les rendements obtenus s'ajoutent au capital initial. Bien que vivement critiqué par la plupart des syndicats et notamment la CGT, qui privilégie le principe de solidarité, le modèle par capitalisation représente tout de même quelques avantages. Contrairement au système par répartition, la capitalisation n'est pas dépendante du ratio actif-retraité. Cela la rend donc plus durable dans un contexte de vieillissement de la population. Vous avez la possibilité en cas de décès de transmettre le capital accumulé aux héritiers, ce qui n'est pas possible avec une retraite par répartition. Les dispositifs de capitalisation investissent massivement dans les entreprises, l'immobilier et les infrastructures, ce qui finance l'économie réelle, dynamise les secteurs productifs, augmente l'emploi et contribue ainsi à la croissance. Autre avantage, il y a en théorie moins de spéculation, car on est face à des investisseurs qui ont une vision long terme, ce qui offre aux entreprises des capitaux durables pour innover, recruter et se développer. Maintenant, le point le plus important, on sait que l'argent est placé sur les marchés financiers, ce qui peut offrir à long terme de bien meilleurs rendements que le système par répartition. Outre la performance du marché, cela est dû à un principe mathématique, celui des intérêts composés. Ok, je vais vous illustrer ça avec un exemple concret. Vous avez 23 ans, vous venez d'arriver sur le marché du travail et tous les mois vous décidez d'épargner 200 €. À l'âge de 64 ans, vous aurez ainsi économisé 98 400 €. À présent, admettons que vous placez ces mêmes 200 € à 8% d'intérêt annuel. Eh bien, grâce aux intérêts composés, vous ne vous retrouverez pas avec 98 400 € à l'âge de 64 ans, mais avec 758 642 €, soit un gain de plus de 660 000 €. Cela est dû au fait que la croissance du capital n'est pas arithmétique, mais exponentielle, tout simplement car les intérêts viennent s'ajouter au capital et vous touchez des intérêts sur ces mêmes intérêts, ce qui accélère la progression avec le temps. Bon, sur le papier, la retraite par capitalisation semble beaucoup plus vertueuse que sa consoeur, la retraite par répartition. Néanmoins, il y a quand même quelques désavantages. Le premier est qu'il pèse un risque financier. Comme vous le savez, l'économie est faite de cycles. Et parfois ça craque. C'est ce qui est arrivé par exemple en 2008 pendant la crise des subprimes. On a eu conjointement une chute des marchés immobiliers et boursiers. Les fonds détenant des titres adossés à des prêts hypothécaires subprimes, où les entreprises financières fortement exposées ont perdu brutalement de la valeur. Résultat, des pertes colossales dans les comptes des retraites. Mais bon, si vous avez des actifs de qualité, même après une crise, ils finiront par reprendre leur valeur. Cependant, il ne faut pas que le krach ne survienne au moment de partir à la retraite. La meilleure chose à faire est donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier en alternant les valeurs à risque avec un haut rendement et celles moins rémunératrices mais plus résilientes.
Le deuxième désavantage, ce sont les frais de gestion des principaux fonds d'investissement, assurance vie et autres produits d'épargne. Les frais se cumulent au fur et à mesure du temps et de la même façon que vous bénéficiez d'intérêts composés, vous subissez ce qu'on appelle les frais composés. Il s'agit du phénomène inverse. C'est pourquoi je recommande de toujours comparer les frais avant d'utiliser un produit d'épargne. Cela me permet de basculer sur le dernier désavantage selon moi. Ce système passe par des fonds d'investissement, des gens comme BlackRock qui vont gérer notre épargne. Mais attention, gérer, ça veut aussi dire prendre une part. En 2023, selon le rapport de la Cour des comptes, c'est 396,9 milliards qui étaient alloués au paiement des retraites, avec 2/3 qui proviennent des cotisations sociales, des actifs et des employeurs. Même si ça ne paraît pas grand-chose comparé aux 11 580 milliards de dollars d'actifs gérés par BlackRock, Des villas au bled, je m'en raconte pas au petit frère. c'est en récupérant une partie des retraites de plusieurs pays via ses frais de gestion que BlackRock s'est construit un empire, le rendant aujourd'hui extrêmement puissant et influent. C'est donc à coup de lobbyisme que ces derniers tentent de prendre une part sur nos retraites en séduisant nos politiques pour imposer la capitalisation. Et là, ce serait une double peine car non seulement on prend un risque financier, mais on a des acteurs privés qui en profitent pour se faire une fortune sur notre dos avec leurs frais de gestion. Pour conclure, je dirais que si vous êtes un moins de 30 ans comme moi, la répartition c'est catastrophique, mais si vous êtes un boomer, c'est le jackpot. Le modèle par capitalisation est déjà un peu plus intéressant en soi, car plus de vampirisme et puis ça peut être un vecteur de croissance pour l'économie. Mais comme on a pu le voir précédemment, lorsqu'une entité proche du pouvoir vous propose de vous rendre un service, c'est rarement, pour ne pas dire jamais, dans votre intérêt direct. En ce qui concerne l'État, c'est principalement pour des enjeux électoraux, mais aussi parce que la plupart des politiques sont proches des 64 ans. Oh, et j'imagine que c'est aussi un moyen de faire bosser toujours plus de fonctionnaires. Pour BlackRock, hors de question de contribuer à l'hégémonie de ce mastodonte de la finance, membre du World Economic Forum, près de 12 000 milliards d'actifs sous gestion, et Aladdin, leur IA surpuissante, capable de manipuler les marchés et dont l'objectif est de contrôler tous les actifs. Alors la solution quelle est-elle ? Faire soi-même sa propre retraite par capitalisation. Et c'est pourquoi dans cette dernière partie, je vais vous donner les bases pour vous construire un patrimoine solide. Généralement, quand on commence à s'intéresser à son éducation financière, l'un des ouvrages qui revient le plus est Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki, l'auteur, y explique que travailler pour de l'argent n'est pas suffisant, ce qu'il faut faire c'est faire travailler l'argent pour soi. Mais si de tout le livre il y a un principe à retenir, c'est la différence entre le concept d'actif et celui de passif. Tout simplement, l'actif met de l'argent dans votre poche et le passif en retire. Ce qui veut dire qu'un bien peut être à la fois un actif ou un passif, cela va dépendre de son utilisation. Prenons l'exemple d'un appartement, si l'on choisit d'en faire sa résidence principale, c'est un passif, crédit immobilier, charges, taxes, etc. Par contre, si ce même appartement est mis en location, il va générer des revenus et passe dans la catégorie actif. Pour cette dernière partie de vidéo, je vous ai sélectionné 4 catégories d'actifs qui sont pour moi parmi les plus simples à acquérir, vous dire de quoi il s'agit pour chacune d'entre elles et puis quelle stratégie adopter. Alors juste avant, on a pu voir brièvement les intérêts composés, ce qui va me permettre de commencer avec la première catégorie d'actifs, les actions. Vous allez très vite faire le lien, mais il va falloir d'abord définir ce qu'est une action. Admettons que vous soyez patron d'une entreprise, disons de textile, et que vous souhaitiez acheter une nouvelle machine pour augmenter votre production. Cette machine, vous pouvez soit utiliser vos économies personnelles pour l'acquérir, soit vous pouvez passer par un prêt bancaire. Seulement avec le prêt, vous allez payer des intérêts. Il existe alors une troisième option qui consiste à fractionner une part du capital de votre entreprise et de les vendre à des particuliers. Chaque morceau correspond à ce qu'on appelle une action. L'argent des investisseurs va permettre de financer l'achat de la nouvelle machine. On dit qu'ils sont actionnaires. Ok, mais le lien avec les intérêts composés. Certaines entreprises décident de redistribuer une part de leurs bénéfices aux actionnaires. On appelle cela le dividende, une sorte de revenu pour ceux qui détiennent des actions. Pour faire fonctionner les intérêts composés, il faut simplement racheter des actions ou des parts d'actions, cela dépendra de votre broker, à l'aide des dividendes ainsi perçus. Ok, mais la bourse c'est pas trop risqué, si je mets mon argent je risque pas de le perdre. Les marchés fluctuent beaucoup à court terme, de façon souvent imprévisible. Cette volatilité est due aux nouvelles économiques, aux événements politiques et aux résultats d'entreprise. Mais sur du long terme, les fondamentaux reprennent le dessus. L'effet des crises passagères est souvent lissé avec le temps. Historiquement, les marchés montent avec l'économie, ce qui réduit le risque de perte si tu es patient. Très bien, alors quelle action dois-je acheter ? Avant d'acheter une action, il faut regarder son PER, sa capitalisation boursière, son taux d'endettement, son... Oh, vas-y, ne prenez pas la tête avec ça. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des trackers. Ces derniers répliquent la performance d'un indice boursier ou d'un actif. Hyper accessible, avec des frais extrêmement bas. Vous prenez du SP500, du Nasdaq ou du MSCI World et vous investissez tranquillement,
En ce moment, avec la politique douanière de Trump, les marchés ont globalement bien corrigé. C'est donc un bon point d'entrée pour commencer à acheter. La stratégie que je vous recommande en tant que débutant est celle du DCA. Cela consiste à automatiser de manière ponctuelle des versements sur votre compte titre. Cela va vous permettre de lisser votre prix d'achat. Maintenant, comment acheter des actions ou ETF ? Il vous faut ouvrir un CTO. Les brokers que je vous recommande sont les suivants: DeGiro, Trade Republic et Interactive Broker. Concernant la fiscalité des actions, elle se base sur le régime de la flat tax. Cela signifie que vous devrez payer 30% d'impôts sur vos plus-values. Je vous donne un exemple. Vous avez 10 000 € que vous placez sur une action à 50 €. L'action passe à 100 €. Vous avez donc maintenant 20 000 € d'actions. Vous décidez de les vendre et tout mettre sur votre compte courant. Votre plus-value est donc de 10 000 €. S'applique la flat tax, vous devrez payer 3 000 € d'impôts que vous devez vous-même déclarer. Il existe cependant un moyen de contourner la flat tax par l'intermédiaire du PEA, une enveloppe fiscale vous permettant de vous acquitter de l'impôt sur le revenu, ce qui vous permettra de payer seulement 17,2% sur vos plus-values. Néanmoins, il faut respecter deux conditions. Détenir le PEA depuis plus de 5 ans après le premier versement, sans avoir retiré d'argent, acheter que des actions et des fonds européens. La strat consiste donc à trouver des ETF européens répliquant le SP500, le Nasdaq ou le MSCI World en investissant de manière passive dessus. Vous faites des versements automatiques tous les mois et vous avez un placement en bourse avec quasiment pas de frais et un avantage fiscal à la sortie. Pour ouvrir un PEA, je vous conseille Boursobank, des frais très compétitifs, un large choix de support d'investissement et un service client qui est plutôt réactif, ce qui est pratique quand on débute. Grâce à la bourse, on vient de voir deux grands principes pour s'enrichir. L'appréciation du capital, c'est l'augmentation de la valeur d'un actif avec le temps. Ici, elle est causée par la croissance du marché et l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Le second, c'est les intérêts composés par l'intermédiaire des dividendes. Je vais vous expliquer un troisième principe de l'investissement grâce à l'immobilier, c'est celui du levier bancaire. Il consiste à utiliser l'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement. En clair, c'est la possibilité d'utiliser l'argent de la banque pour investir au lieu de mobiliser tout ton capital. Imaginons que tu veux acheter un bien à 200 000 €, tu peux mettre 20 000 € et emprunter le reste à la banque. Si tu arrives à le louer correctement, ce sont les loyers des locataires qui vont rembourser une partie voire la totalité du crédit. Ce mécanisme te permet donc de te constituer un patrimoine en utilisant l'argent des autres. L'objectif est donc d'enchaîner les biens en autofinancement pour qu'à la retraite, vous puissiez vous retrouver avec un gros patrimoine immobilier. Pour vous rapprocher de l'autofinancement, 3 choses. Premièrement, vous allongez le crédit sur 25 ans pour diminuer au maximum vos mensualités. Même si l'emprunt vous coûtera un peu plus cher au total, on s'en fout parce que c'est pas vous qui payez. Ensuite, vous pouvez jouer sur votre apport. Plus vous allez mettre d'argent au début, et pareil, plus vous allez diminuer le crédit tous les mois, même si dans l'absolu, on cherche à mettre le moins d'apport possible pour maximiser la rentabilité et conserver de la trésorerie. Enfin, dernière chose, je dirais même la plus importante, ça va être le prix d'achat. Renseignez-vous bien sur le quartier, le prix au mètre carré et à combien se loue en moyenne la surface que vous souhaitez acquérir. Et puis surtout, négocier. Je vous dis ça parce que je vais vous faire une autre vidéo type Storytime où je vais vous parler de l'acquisition d'un appartement et vous allez comprendre à quel point les agents immobiliers veulent vous... Une grosse franchise en plus. Bref, maintenant que vous avez tout compris, vous allez pouvoir enchaîner les biens à l'infini et vous en mettre plein les poches. Ce serait bien, mais malheureusement vous êtes limité par ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. Cela signifie qu'en France, vous ne pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus mensuels. Alors que faut-il faire ? Déjà avoir un bon dossier pour rassurer la banque. Je veux dire par là que si vous êtes tout le temps à découvert et que vous avez la masse de crédit conso, ça va pas forcément plaire à votre banquier. L'autre point, c'est de dépasser le stade de l'autofinancement et d'avoir des projets à cash flow positif pour montrer à la banque que vous êtes un bon investisseur. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et que grâce à votre prêt, il arrive à faire plus d'argent, forcément vous allez de nouveau lui prêter parce que vous lui faites confiance. C'est logique. Bon, maintenant que vous avez réussi à comprendre comment vous enrichir avec le crédit, il faut aussi que vous ayez conscience que l'immobilier se valorise extrêmement bien. Tenez, regardez ce graphique. D'après l'INSEE, on voit que les prix de l'immobilier ancien en France métropolitaine ont plus que triplé sur 25 ans. Il peut donc être intéressant de se positionner sur le marché afin de profiter de cette tendance haussière. Mais bon, acheter du foncier, ça peut être compliqué. Il faut un apport, chercher le bien, parfois il y a des travaux qui sont nécessaires, et ensuite s'occuper du locataire. Et si je vous dis qu'il existe des sociétés qui s'occupent de tout, les SCPI gèrent un patrimoine immobilier pour vous, investisseurs. Cela vous permet de facilement diversifier votre patrimoine, mais aussi de vous diversifier dans l'immobilier. Bureaux, commerce, résidentiel, hôtellerie, santé, tout y passe. Lorsque vous achetez les parts d'une SCPI, vous devenez sociétaire. Plus la SCPI se valorise, plus vos parts valent cher.
Vous touchez également des dividendes qui correspondent aux revenus locatifs, le tout au prorata de vos parts dans la société. Bon, toujours dans ce même esprit d'investir dans l'immobilier avec de petites sommes, il existe ce qu'on appelle l'immobilier tokenisé. L'un des projets leaders dans le domaine est Realty. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'acheter des parts fractionnées de biens immobiliers sous forme de tokens blockchain. L'objectif est de démocratiser l'investissement immobilier en le rendant accessible pour toutes les bourses et à partir de quelques dizaines de dollars, voire centaines. Bien évidemment, sans les contraintes traditionnelles. Leur stratégie consiste à cibler des villes à fort rendement locatif. Ce qui fait que la rentabilité est folle, entre 8 et 9% en moyenne pour de l'immobilier. Je sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, Realty m'aura permis de vous introduire le concept de blockchain, ce qui va me permettre d'enchaîner avec la prochaine catégorie d'actifs, la crypto-monnaie. Pour comprendre le concept de crypto-monnaie, je dois avant vous parler de celui de blockchain. Se positionner sur ce marché, c'est profiter d'une fabuleuse rupture technologique. Bon, qu'est-ce qu'une blockchain ? C'est l'association d'un registre distribué avec une technique de cryptographie. Concrètement, l'intérêt, c'est que l'information est accessible à tous les participants, elle est traçable et ne peut être modifiée sans l'accord du réseau. Cela signifie deux choses. Premièrement, plus de transparence et donc moins de magouilles. Deuxièmement, cela veut dire qu'il n'y a plus besoin de tiers de confiance, étant donné que la sécurité des données est assurée par la technologie elle-même. Et c'est sur ces principes qu'a été créé Bitcoin. Dans un contexte de défiance vis-à-vis de la finance traditionnelle, Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, tient pour responsable de la crise des subprimes, les financiers ayant ruiné des millions de personnes. Cette crise mondiale a révélé les failles et les dérives du système financier, notamment le manque de transparence, la prise de risque excessive par les banques et les politiques de sauvetage bancaire financées par l'argent des contribuables. Donc lorsqu'on vous dit que la crypto-monnaie est un actif spéculatif qui n'a nul autre intérêt que la spéculation, c'est un discours qui est complètement à côté de la plaque. Bitcoin, c'est avant tout la décentralisation, et par conséquent un outil d'émancipation financière pour le peuple. Si Bitcoin a cette étiquette d'actif spéculatif, c'est dû à l'économie qu'il y a autour de sa monnaie native. On dit qu'elle est déflationniste. Pourquoi ? Parce que la quantité maximale de Bitcoin n'excédera jamais 21 millions. En ajoutant à cela que tous les 4 ans, on assiste à un choc d'offres de par son halving, vous obtenez un formidable actif pour tous les investisseurs cherchant à maximiser le profit. Le halving a lieu approximativement tous les 4 ans. C'est un événement programmé dans le protocole Bitcoin qui consiste à diviser par 2 la récompense donnée aux mineurs pour la validation des blocs. L'objectif, c'est de contrôler l'inflation sur le réseau et de maintenir la rareté, ce qui permet à Bitcoin de s'apprécier sur le long terme. Jusqu'à maintenant, le halving du Bitcoin aura été un événement autoréalisateur. On assiste à chaque fois à de grandes vagues d'expansion haussière sur le marché. C'est pourquoi certains parlent même de théorie des cycles. En général, on distingue 4 grandes phases. Donc la première, ça va être la phase d'accumulation. Les prix sont assez bas et relativement stables. Il y a généralement un faible intérêt du public et les investisseurs expérimentés ainsi que les gros portefeuilles vont faire tranquillement leur DCA, ils achètent régulièrement parce que les prix sont intéressants. Franchement, c'est le moment parfait pour débuter le marché. Vous allez avoir des prix qui sont assez stables, relativement bas. Moi personnellement, j'avais commencé le marché de la crypto-monnaie, c'était en 2022 il me semble. Donc ça m'a mis très bien, vous vous doutez. Mais dites-vous qu'en plus, il y a eu des crashs. Et ce qui m'a permis d'acheter encore moins cher et de faire de très bonnes affaires. La seule contrainte, je dirais, c'est plus sur le plan psychologique. Ok, les prix sont très bas, mais globalement, il y a un désintérêt de la plupart des gens et il y a quand même un sentiment de peur, c'est-à-dire que c'est pas cher, mais on se dit est-ce que ça peut aller encore moins cher, est-ce que ça peut encore crash davantage ? C'est plus un biais psychologique, même si là maintenant quand on regarde a posteriori, on se dit fallait être stupide pour pas avoir acheté à ce moment-là. Dites-vous que au niveau des médias, il y a tout un travail qui est fait pour essayer de discréditer la crypto-monnaie et de faire régner un certain sentiment d'incertitude. C'est pourquoi dans ce marché qui fluctue énormément, il faut de fortes convictions et surtout comprendre dans quoi l'on investit, dans quel projet et bien se renseigner sur le fondamental à chaque fois. La deuxième phase, c'est la phase haussière, aussi dite de bull market. C'est là où le grand public va commencer à s'intéresser au marché parce que les prix explosent. Qu'est-ce que c'est ce truc-là aussi ? Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Vince de merde. C'est aussi à ce moment-là que vos collègues vont vous poser des questions. Comment acheter des crypto-monnaies ? T'as acheté quelle crypto ? Alors que la fusée a déjà décollé en fait. C'est déjà trop tard. Mais bon. La troisième phase, c'est la phase dite de distribution. C'est là où les investisseurs prennent leur profit, ceux qui étaient déjà là en phase d'accumulation. Et c'est aussi une période où le marché est vraiment instable et où règne beaucoup d'incertitudes. La phase finale, c'est ce qu'on appelle le bear market. Les prix s'écrasent et les investisseurs non préparés vendent dans la panique. Donc est-ce qu'en ce moment c'est un bon prix d'entrée ? Si on suit les cycles, on devrait bientôt être en bear market et je vous dirais alors de patienter un peu.
mais beaucoup d'investisseurs dont moi gardent une part de leur position dans l'attente d'un alt season. Il s'agit d'un ruissellement des capitaux de Bitcoin vers les autres blockchains solides dans un premier temps, donc ça va être les Layer 1, Ethereum, Solana, etc. Puis dans ce qu'on appelle les mid et small cap, donc des projets un petit peu moins capitalisés, mais c'est là où on peut potentiellement avoir de très forts gains du x10, du x100. Il existe une multitude de projets tous plus prometteurs les uns que les autres, et ce sur plein de narratifs différents. Que ce soit les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés avec Render permettant le partage de puissance de calcul ou encore le projet Helium permettant l'interaction d'objets connectés par la couverture LoRa. Il y a aussi le narratif IA avec BitTensor qui prévoit de créer un réseau d'intelligence artificielle décentralisé pour éviter qu'une élite n'en prenne le contrôle. Il ne faut pas oublier la tokenisation d'actifs. On a pu le voir précédemment en Realty, mais il en existe plein d'autres sur plein d'actifs différents. Enfin bref, je pourrais piloguer pendant des heures sur les smart contracts d'Ethereum, le métaverse, les NFT, mais pour résumer, on est face à un écosystème en plein essor dont la capitalisation devrait ne cesser d'augmenter sur les années à venir. Maintenant, la question que vous devez vous poser, comment acheter des crypto-monnaies ? Déjà, il faut que vous créiez un compte sur un exchange. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Celui que je recommande pour les débutants, c'est Coinbase, pour deux principales raisons. La première, c'est que déjà Coinbase est coté en bourse, ce qui est plutôt gage de sécurité. La seconde, disons, c'est pour la simplicité de son interface. Vous allez sur Binance au tout départ, vous allez vraiment rien comprendre, vous allez être complètement largué. J'arrivais même pas à savoir à quel prix j'achetais mes crypto-monnaies. Bref, c'était compliqué. Mais une fois que vous serez expérimenté, normalement vous aurez plusieurs exchanges. Pourquoi ? Parce que chaque exchange a son offre de crypto-monnaie et donc certaines ne sont pas disponibles sur votre échangeur. Exemple, si vous voulez du BitTensor, il me semble pas qu'il soit listé sur Coinbase. Par contre, vous n'êtes pas taxé par crypto, mais sur la plus-value latente de votre portefeuille global. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est chaque fois que vous achetez une crypto, hop, vous notez votre prix d'acquisition et derrière, ça vous simplifiera largement les démarches. Dernier point, la fiscalité. Donc c'est comme pour les actions, vous allez être soumis au régime de la flat tax, vous vous souvenez, c'est les 33%. Vous aurez aussi plusieurs formulaires à remplir. Ça c'est pas grave, l'année prochaine, quelques mois avant la déclaration fiscale, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais vous aiguiller et puis je vais vous montrer comment les remplir et où les trouver. Bon, on termine avec la dernière catégorie d'actifs, celle des objets de collection. L'idée, c'est de battre l'inflation avec des objets rares que vous appréciez et qui ont tendance à se valoriser sur le temps. Ça peut être des montres, des voitures de collection, du vin ou encore même des sneakers, voire des cartes Pokémon. En finalité, vous investissez en achetant des choses qui vous plaisent. Et l'avantage, c'est que si ça vous passionne, normalement vous connaissez plutôt bien le marché. Classiquement en horlogerie, la Patek Philippe Nautilus ou l'Aquanaut sont des montres qui ont la réputation de ne pas perdre de valeur. Après, si vous n'avez pas vraiment de passion et votre but c'est juste de protéger votre capital de l'inflation, ce que vous pouvez faire c'est acheter de l'or. D'ailleurs, c'est une amie indienne qui me l'a appris parce que j'étais pas du tout au courant, mais chez les Indiens c'est quelque chose de culturel d'acheter de l'or et de l'immobilier. Voilà, donc là vous avez 4 catégories d'actifs, plutôt simples d'accès, sur lesquels vous allez pouvoir commencer à investir votre argent. Cette vidéo, je l'ai pensée comme un déclic. D'abord, on a vu les limites du système actuel. Ensuite, je vous ai présenté la capitalisation, ses avantages et ses leviers. Et enfin, je vous ai montré comment concrètement, vous pouvez vous construire votre propre retraite. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne peut plus se reposer uniquement sur le système. Le modèle par répartition montre ses limites. Le système français s'essouffle. Plus d'innovation, des services publics qui s'effondrent lentement. Et pour tenter de maintenir un équilibre artificiel, on alourdit sans cesse la charge fiscale et on fait rouler la dette. Bref, on n'a plus vraiment le choix. Il va falloir se responsabiliser, compter sur soi-même, agir. Mais c'est vrai qu'un bon entourage, ça aide. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp avec des potes. Un espace simple, convivial, sans jugement. Juste des gens qui avancent ensemble. On y partage nos investissements, nos réflexions, nos idées. Et pourquoi pas demain, des projets communs. Si tu débutes et que tu souhaites juste investir pour l'avenir, ce groupe est fait pour toi. Tu t'y sentiras entouré, conseillé et encouragé. De plus, tu auras accès à l'actualité des cours et les bons plans. Par contre, si tu cherches à monter un business et faire de l'argent rapidement, eh bien ce groupe aussi est fait pour toi. Le réseau étant capital, l'objectif c'est que ici tu y trouves des personnes de tout horizon, que ce soit médical, des gens du BTP ou même des développeurs qui souhaitent entreprendre. Voilà, grâce à cette chaîne et au groupe que je vais vous mettre en description, l'objectif c'est de vous donner un maximum de valeur, qu'on puisse accomplir nos rêves ensemble. Bon, c'était ma première vidéo, mais ça ne sera certainement pas la dernière, j'ai une tonne de projets en tête. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et laisser un commentaire pour me soutenir.
Si vous n'avez pas aimé, ne mettez pas de like, mais par contre ça m'intéresserait d'avoir votre retour en commentaire, ça me permettra de m'améliorer sur les prochaines vidéos. Maintenant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!